Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut garder à l'esprit que le président Trump sait qu'il n'a pas le soutien du Sénat ni de la Chambre pour l'utilisation de forces terrestres américaines au Venezuela. Le Sénat a déjà voté une mesure interdisant l'envoi de troupes américaines au sol, et le résultat a été de 52 voix contre 47. Cela signifie que les démocrates ont bénéficié du soutien de certains républicains. Donc, je pense que le président Trump est maintenant, eh bien, je ne dirais pas qu'il est humilié, mais il est certainement rappelé à l'ordre, dans le sens où il ne cherche plus à déployer des troupes américaines sur le terrain. Maintenant, je pense qu'au Venezuela, il est un peu naïf de croire que la population vénézuélienne acceptera tout ce que nous voulons en ce qui concerne leurs ressources minérales et minières, les mines d'or, d'émeraude, d'argent, les terres rares, sans oublier tout le pétrole. Cela n'arrivera pas pour toute une série de raisons. Il se peut qu'il décide simplement qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et qu'il tourne son attention ailleurs. Je n'en sais rien. À mon avis, il n'y a jamais eu de plan viable et exécutable pour le Venezuela, ni d'ailleurs pour les opérations en Amérique latine en général. C'est donc le premier point. Maintenant, quand on passe à l'Iran, c'est une toute autre affaire, car cela attire réellement une intervention russe et chinoise. Même l'Inde ne soutient pas quoi que ce soit que nous pourrions entreprendre contre l'Iran. Donc si l'on considère les BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine, cela représente une part importante du monde. Et nous pourrions probablement examiner le reste et trouver encore plus d'opposition. Je ne sais pas comment il va gérer cela. Il n'y a rien de simple dans une opération reposant uniquement sur la puissance aérienne. Cette idée selon laquelle la puissance aérienne peut produire des résultats miraculeux est un grand mensonge. Cela a toujours été le cas. Nous avons bombardé encore et encore dans d'innombrables endroits. Mais tant que nous n'avons pas fini par intervenir au sol, rien n'a fondamentalement changé. Ensuite, nous n'avons pas vraiment réussi non plus, mais cela en dit plus sur la sagesse d'y être allé dès le départ que sur autre chose. Je pense donc qu'à ce stade, il est piégé. Il va devoir agir pour soutenir Israël. Il pourrait intervenir en même temps qu'Israël lorsqu'ils lanceront enfin leur attaque. Maintenant, nous ne savons pas ce que feront les Iraniens, car pour la première fois, ils ont réellement évoqué une attaque préventive potentielle. Je ne m'attends pas à ce qu'ils restent les bras croisés en attendant que les négociations portent leurs fruits. Je ne pense pas que qui que ce soit nous fasse encore vraiment confiance. Je ne pense pas que quoi que ce soit que Trump dise sera cru. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes un Iranien en ce moment, vous avez le doigt sur la gâchette. Et je pense que si quelque chose semble imminent, ils vont appuyer sur la gâchette. Cette fois, je pense qu'ils lanceront tout ce qu'ils ont, y compris l'évier de la cuisine, contre Israël et nos bases dans la région. Ma grande inquiétude reste toujours la même. Que fait Israël s'il est confronté à une destruction et une annihilation potentielle causée par des missiles et des roquettes iraniens, et ainsi de suite? Se tourne-t-il vers l'utilisation d'une arme nucléaire? Si c'est le cas, avons-nous une quelconque influence là-dessus? Pouvons-nous les contraindre d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Maintenant, la chose dont nous n'avons pas parlé et qu'il faut prendre en considération, c'est la Turquie. La Turquie connaît d'énormes problèmes d'inflation. Ils veulent la ramener à 5%, mais elle est montée jusqu'à 20%. Cela a donc freiné certaines de leurs initiatives. Erdogan est très habile. Il veut être présent sur tous les fronts à la fois. Mais sera-t-il finalement contraint d'intervenir? La raison en serait les Kurdes. La menace kurde pour les Turcs est importante et sérieuse. Les Turcs pourraient être mobilisés en quelques jours pour combattre les Kurdes. Est-ce que cela pourrait déborder et impliquer Israël? Je veux dire, je n'ai pas les réponses à ces questions, mais cette région n'est pas stable, elle n'est pas prévisible, elle est en ébullition lente.
La question est, quand cela va-t-il déborder? Mais tout le monde commence à se regrouper contre Israël. Je pense que c'est clair. Vous avez mentionné la possibilité d'une frappe préventive. Et je pense que c'est une variable qu'il faut prendre au sérieux. Toute cette idée selon laquelle les États-Unis pourraient simplement déployer toute leur puissance aérienne autour de l'Iran de manière parfaite, puis lancer une frappe de décapitation dont l'Iran sait qu'elle vise à anéantir son pays. L'idée qu'il resterait simplement à attendre que cela se produise. Je prendrai cet avertissement de l'Iran très au sérieux. Ils ont beaucoup à perdre dans cette affaire. Mais vous avez mentionné que les Russes, et encore une fois les Chinois, ne resteraient pas inactifs. Comment voyez-vous les Russes réagir? Le calcul a-t-il changé? Parce que si cela s'était produit il y a quelques mois, ils auraient peut-être été plus optimistes quant à la possibilité d'une solution diplomatique avec Trump. Une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie et la fin de la guerre en Ukraine à la table des négociations. Au cours des dernières semaines, nous avons appris qu'il y avait eu davantage d'implications des États-Unis dans des attaques contre des raffineries, des navires civils russes et même contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Et bien sûr, il y a l'effort continu pour sanctionner la Russie afin de briser son économie. J'ai donc l'impression, venant de Moscou, qu'ils ont perdu espoir dans la présidence Trump. Qu'il serait celui capable de mettre fin à un siècle de tensions entre la Russie et les États-Unis et de les rendre sinon alliés, du moins beaucoup plus proches. Pensez-vous que cela pourrait influencer la manière dont la Russie réagirait à une attaque américaine contre l'Iran? Les Russes ont rapatrié leurs citoyens. En d'autres termes, ils les ont évacués d'Israël. Ils ont également évacué leur ambassade et leur personnel d'Israël. Je pense que M. Netanyahou a empoisonné les relations avec les Russes. À cela s'ajoute ce que vous venez d'évoquer à propos du président Trump. Nous avions autrefois quelque chose, je suis sûr que vous connaissez cela, qu'on appelait la kremlinologie, où toutes sortes de personnes passaient leur temps à évaluer, estimer, analyser qui allait entrer au Politburo, qui serait le prochain secrétaire général du Parti communiste, et ainsi de suite. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses de ce genre au sein du cercle restreint de Moscou. Je crois qu'ils ont observé Trump et tiré quelques conclusions. Tout d'abord, je pense que les Russes apprécient le président Trump en tant que personne. Je ne pense pas qu'ils le détestent du tout, et ils aimeraient s'entendre avec lui. Mais je crois qu'ils ont conclu qu'il n'est pas fiable. Il peut dire une chose à un moment donné, puis un jour ou deux plus tard, il change d'avis et prend une nouvelle direction. Vous vous souvenez qu'en janvier et février de l'année dernière, il y avait des discussions. Eh bien, nous devons trouver une voie à suivre, et nous allons rencontrer la direction russe en Arabie Saoudite. Souvenez-vous, ils sont allés à Riyad, ils ont tenu ces réunions. Il y avait beaucoup de hauts responsables là-bas, des gens représentant des intérêts économiques, les suspects habituels qui soutenaient Trump, venus pour profiter d'une affaire particulière. Malheureusement, ces milliardaires s'alignent sur Trump, ou Trump s'aligne sur eux. Je ne sais pas lequel est la poule et lequel est l'œuf. Il faut que tu trouves la réponse toi-même. Mais au fond, nous pensions qu'il y aurait une normalisation des relations avec Moscou. Et je crois que les Russes pensaient que cela allait arriver. Puis tout à coup, tout s'arrête. Tout le monde rentre chez soi et oublie l'affaire. Ensuite, Donald Trump, qui ne modifie pas le régime de sanctions, refuse de se distancer complètement de Zelensky, malgré le mauvais comportement de ce dernier et sa tendance habituelle à ignorer ce que Trump dit. Il se retourne, organise une réunion en Alaska, arrive sans nouvelles propositions, puis dit aux Russes « Nous voulons un cessez-le-feu », sans rien lire, sans rien étudier, sans prêter la moindre attention aux intérêts de sécurité de la Russie.
Cette réunion s'est bien déroulée. L'atmosphère était excellente. Mais amizné stepperb. It's a meeting more. Cela n'a rien produit. Et je pense qu'à présent, les Russes ont conclu que c'est le mieux qu'on puisse obtenir de Donald Trump. Excusez-moi, ce n'est pas qu'il soit une menace ou qu'il cherche délibérément à tromper. Il est simplement incapable de tenir ses promesses. Et il se tourne vers d'autres personnes, que ce soit quelqu'un comme Lindsey Graham au Sénat, qui est le principal va-t-en-guerre de ce camp, mais il n'est pas seul. Il rallie de nombreux démocrates comme Blumenthal et d'autres, prêts à rejoindre le club des détracteurs de la Russie. Ensuite, il y a les suspects habituels à la Maison-Blanche, Rubio, Hegseth. Ils font partie du camp « bombardons-les »,« allons-y »,« attrapons ces salauds », et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai écrit dans cet article paru il y a quelques semaines, c'est l'équipe America. Et je pense qu'ils croient vraiment que personne au monde ne peut faire grand-chose pour nous arrêter. Je pense que ça s'est reflété dans les propos du président Trump au cours des dernières 24 heures. Eh bien, quelle contre-force existe-t-il à ce que vous voulez faire? En d'autres termes, quelles sont les contraintes ou les limites qui s'imposent à vous, Monsieur le Président? Il répond « Aucune, sauf ma propre moralité », quoi que cela veuille dire. Et je suis sûr que tout le monde se pose la question « Que signifie exactement cela, Monsieur le Président ?» C'est pourquoi le Groenland est à prendre. C'est pourquoi le Venezuela est à prendre. C'est pourquoi l'Iran est à l'ordre du jour. En ce qui le concerne, tout ce qui lui passe par la tête devient sa volonté. Son souhait devient réalité. Je ne pense pas que cela fonctionne très bien, mais j'ai le sentiment que c'est là où nous en sommes. Et je pense que les Russes l'ont compris. Alors, que faire? Il faut se préparer au pire. Tout le monde en Russie, sur le terrain, dans l'armée, dit « Nous devons nous préparer à une guerre avec l'Europe ». Ils sont absolument convaincus que ce sera inévitable. Maintenant, ils espèrent ne pas avoir à nous combattre, car ils ne le veulent pas. Ils aimeraient entretenir de bonnes relations avec nous. Il existe, pour une raison étrange, un sentiment persistant de respect mutuel et d'affection sincère envers l'Amérique. Cela m'étonne vraiment. Je ne sais pas comment cela perdure, mais c'est le cas. Je pense donc que les Russes sont partagés en ce moment. Ils se disent, eh bien, nous allons devoir combattre les Européens. Même si on essaie de leur dire que les Européens n'ont rien à leur opposer, ils répondent en quelque sorte. Eh bien, vous savez, nous voyons ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous allons devoir les combattre. Et bien sûr, les Français et les Britanniques leur ont donné de nombreuses raisons de le penser. Même chose avec les Allemands. Vous savez, vous avez vu cet énorme arsenal de missiles Taurus à Odessa qui a été visé et détruit, un impact énorme, vraiment énorme là-bas. Une explosion gigantesque. Et Scholz est intervenu publiquement en disant « Oh, eh bien c'est une chose terrible ». Et au lieu d'éprouver une certaine gêne, ce qu'il aurait dû ressentir, il a fait le contraire. Donc je peux comprendre pourquoi les Russes adoptent cette position. Mais je nous regarde, et je me pose simplement la question, quelle est la stratégie? En d'autres termes, quel est l'objectif final? Qu'essayons-nous d'accomplir? Et je ne pense pas que nous ayons dépassé les positions précédentes de Biden. Nuire à la Russie, intimider la Russie, pousser la Russie à signer un accord qu'elle ne signerait jamais autrement. Vous et moi savons que cela n'arrivera pas. Partagez-vous ce sentiment ou l'idée qu'une guerre entre l'Europe et la Russie est inévitable? Non, je ne pense pas que ce soit inévitable du tout. C'est le point de vue russe. À cause de toute la rhétorique, des déclarations et du comportement, je ne pense pas que les Européens aient quoi que ce soit à apporter à la bataille. Et s'ils insistent suffisamment, je suppose qu'ils pourraient potentiellement être attaqués.
Que vont-ils faire à ce sujet? Je veux dire, lorsque cette guerre a commencé, une étude a été menée au sein de l'OTAN pour déterminer quelle part du territoire de l'OTAN pouvait être défendue contre une attaque aérienne et de missiles. La réponse était moins de 5% du territoire. Cela n'a pas changé. Donc, on parle d'entrer en guerre complètement sans préparation. Vous savez, en 1941, lorsque Pearl Harbor a été attaquée, au moins partiellement détruite, l'armée s'attendait à ce que la marine mette en œuvre son plan d'avant-guerre. Attaquer immédiatement, traverser directement le Pacifique jusqu'aux Philippines et venir en aide à la garnison philippine. En d'autres termes, la renforcer, la consolider et ainsi de suite. 2 divisions de l'armée américaine, des unités de la garde nationale au complet, se trouvaient à San Francisco, prêtes à embarquer sur des navires pour se rendre aux Philippines. Eh bien, la marine a soudain déclaré « Nous ne pouvons pas faire ça ». Ils avaient ce plan depuis 10 ans, le mettaient à jour chaque année, et ils n'ont pas pu le réaliser. Pourquoi? Eh bien, l'une des raisons était qu'ils ne disposaient que de 6 ravitailleurs opérationnels. En d'autres termes, les navires qui transportaient le carburant pour la flotte de surface, il n'y en avait que 6 dans tout le Pacifique. Et vous savez à quel point le Pacifique est vaste. Jusqu'où pensez-vous pouvoir aller? La réponse est pas très loin. Il y avait un autre problème, les sous-marins japonais. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas protéger les transports de troupes. Alors, vous savez où nos troupes sont allées? En Australie. Et toute la guerre a pris une tournure différente. Mon point est que, aujourd'hui, c'est la position dans laquelle se trouvent les Européens. C'est même pire. Ils n'ont tout simplement rien à opposer à qui que ce soit. En fait, ils se sont désarmés eux-mêmes au cours des 35 ou 40 dernières années. Alors je dis aux Russes, laissez tomber. Moi, je le ferais si on me le demandait. Je dirais que vous attendez que quelque chose se produise. Cela n'arrivera pas. Mais souvenez-vous, c'est leur pays. Les Ukrainiens utilisent nos renseignements et notre technologie pour frapper des cibles en profondeur. Alors les Russes regardent cela et se disent « Cela va continuer jusqu'à ce que nous écrasions tout le monde en Ukraine ». C'est la position dans laquelle ils se trouvent actuellement. Nous n'avons rien fait pour la changer. Nous aurions pu intervenir il y a longtemps et avoir un véritable impact. Nous aurions pu pousser les Européens à conclure un accord avec nous et la Russie, mais nous n'avons rien fait. Alors, la guerre continue, et c'est dangereux, parce que cela pourrait nous entraîner, surtout si nous faisons quelque chose de stupide au Moyen-Orient. Et le Venezuela, souvenez-vous, la différence entre nous, les Russes et les Chinois, c'est ceci. Nous sommes assez stupides pour croire que nous pourrions mener une guerre en Ukraine contre la Russie et la gagner. Impossible, pour des raisons stratégiques. Cela devrait être parfaitement évident. Nous avons des imbéciles qui pensent qu'on peut mener une guerre à propos de Taïwan contre la Chine et la gagner, à quelques 9 000 ou 11 000 kilomètres des États-Unis. Stupide. C'est infaisable. Les Chinois et les Russes ne sont pas idiots. Ils n'interviendront pas militairement contre nous dans l'hémisphère occidental à propos du Venezuela. Cela n'arrivera pas, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner ce combat, pas dans le bassin des Caraïbes. Alors maintenant, nous passons au Moyen-Orient. Nous pouvons projeter notre puissance, mais pour combien de temps et à quel prix? Et la dernière fois, nous étions déjà proches de nos limites en ce qui concerne notre capacité à projeter une telle puissance avec succès. Heureusement, les Iraniens étaient également limités dans leur capacité, tout comme les Israéliens. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Nous n'en savons rien. Mais cette fois, les Russes et les Chinois ont davantage à perdre. Les Chinois en particulier, à cause du détroit d'Ormuz et de l'initiative Une ceinture, une route, et les Russes en raison de leur flanc sud.
Nous en avons déjà parlé. Ils ne vont pas permettre que cela tombe entre des mains ennemies. Ils sont déjà très mécontents de ce qui s'est passé en Azerbaïdjan. En résumé, c'est une position stratégique terrible pour nous. C'est aussi une position stratégique terrible pour les Russes et les Chinois. Il va bien falloir que quelque chose cède. Something's got to give.